France Info Soir, l'invité, Agathe Lambray. Bonsoir Aurore Berger. Vous êtes députée des Yvelines, désormais ancienne ministre macroniste. Les députés de la Commission des finances ont entamé l'examen en première lecture du projet de loi de finances pour 2025 aujourd'hui. Question simple, Aurore Berger, est-ce qu'il y a trop d'impôts dans ce budget ? Alors, je ne sais pas si c'est une question simple d'arriver à résoudre l'équation budgétaire pour cette année, comme ça l'est rarement d'ailleurs année après année. Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir qu'on arrive à garantir un équilibre entre à la fois la baisse de la dépense publique et éventuellement la hausse des impôts. La hausse des impôts, ça ne doit jamais être la première réponse, parce que c'est une réponse qui est souvent très facile à apporter, alors qu'elle a un impact évidemment sur les entreprises. Mais donc pour répondre à ma question, est-ce que dans ce budget, il y a trop d'impôts ? Le Haut Conseil des finances publiques, par exemple, dit que la baisse du déficit de Michel Barnier repose à 70% sur une augmentation des prélèvements obligatoires. Alors, le Premier ministre nous a dit un tiers, 2 tiers, vous savez, un tiers sur la hausse d'impôts, d'impôts, 2 tiers. Moi, ce que je dis, et ce qu'on dit, nous, avec le groupe Renaissance Ensemble pour la République, c'est qu'il y a pour nous des points qui aujourd'hui ne conviennent pas. Il y a pour moi 2 points majeurs, parce que je pense que ça pénaliserait le travail, la compétitivité, l'attractivité. Ces 2 points, c'est la hausse de l'impôt sur les sociétés, parce qu'on parle de la question des grands groupes. Oui, mais les grands groupes, nous avons besoin qu'ils aillent bien, parce que ce sont des groupes qui ont des sous-traitants, ce sont des groupes qui emploient, ce sont des groupes qui participent à de la relocalisation, à la réindustrialisation du pays. Et c'est aussi parce qu'on a mis en place justement à la fois de la baisse progressive de l'impôt sur les sociétés, uniquement pour le ramener dans la moyenne européenne. On n'a pas été extraordinairement mieux-disant, mais on a fait des efforts pour ramener à ça. Donc ça, je pense que c'est un point majeur. Mais on a permis la recréation d'emplois. Cette surtaxe sur l'impôt des sociétés est censée rapporter 8 milliards d'euros. Vous faites comment pour compenser ? C'est pour ça que nous, évidemment, si on veut être crédible vis-à-vis du Premier ministre aussi dans notre demande de ne pas augmenter l'impôt sur les sociétés, il faut qu'en face, on mette de la baisse de la dépense publique. Donc sur la baisse de la dépense publique... C'était pas proposé dans le contre-budget des macronistes. Sur la baisse de la dépense publique, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord la question de la réforme de l'assurance chômage. Encore une fois, je crois que si on a quelque chose qui a un fil rouge depuis 2017, c'est la question du travail. Comment garantir que les Français retrouvent un travail ? Comment recréer de l'emploi dans notre pays ? Comment recréer de l'attractivité ? Ce qui va de la réforme des lycées professionnels jusqu'à la réforme des retraites, en passant justement par la réforme de l'assurance chômage que nous avons commencé. Mais ça, c'est environ 4 milliards d'euros et vous l'avez déjà fléché sur le fait de ne pas geler les retraites. Oui, mais moi, je vous dis ce qui pour moi est prioritaire. Ce qui pour moi est prioritaire, c'est tout ce qui peut toucher à l'attractivité de notre pays. Et donc, la hausse de l'impôt sur les sociétés, pour moi, est un sujet d'impact sur l'attractivité, comme la question de la suppression des allègements de charges. Je pense qu'il y a un certain niveau au-dessus duquel c'est légitime de pouvoir supprimer ces allègements de charges, parce que les économistes eux-mêmes nous disent que ce n'est pas forcément efficace. Je pense par contre que sur les bas salaires, il faut les maintenir, parce que là encore, ça participe de la relocalisation en France. Donc, en face, les économies, à la fois réforme de l'assurance chômage, alignement aussi dans la fonction publique territoriale du temps de travail, qui est le temps de travail de tous les Français. Qui peut être contre l'idée qu'on travaille de manière harmonisée, qu'on soit encore une fois un fonctionnaire d'État, fonction publique hospitalière, territoriale ou un salarié du privé ? Je ne vois pas comment on peut le justifier. Aujourd'hui, ça coûte 1,3 milliard d'euros chaque année. 1,3 milliard d'euros chaque année. On n'est toujours pas à 8 pas milliards. Le même temps de travail. Ça fait déjà 4 milliards plus 1,3 milliard. On est déjà à 5,3 milliards. Il y a la question des indemnités journalières sur les arrêts maladie. Là encore, ça dépend où vous placez le curseur. Alors, mais ça crée là encore des économies. Question de jours de carence. Vos propositions. Dans quelle mesure elles vont se concrétiser ? Parce que est-ce que, par exemple, comme Gérald Darmanin, vous dites « je ne voterai pas la partie du budget dédiée aux recettes dans le projet de loi de finances s'il reste tel quel ». Moi, je dis, encore une fois, on a 2 priorités pour moi sur les points qui mais sur aujourd'hui votre vote, Aurore Berger. Sur mon vote, pour l'instant, moi, je bataille pour que ça n'y soit pas. Mais je bataille aussi pour qu'on soit crédible vis-à-vis du gouvernement. Ce budget tel quel ou pas ? Mais moi, je pense qu'à la fin, nous obtiendrons gain de cause. Parce que nous sommes le premier groupe qui peut soutenir l'action du Premier ministre et de ce gouvernement. Parce que les ministres qui portent justement la question des finances publiques, la question de la fiscalité, la question de l'économie et des finances sont des ministres issus de nos rangs. Vous ne répondez pas à ma question, Aurore Berger. Mais moi, je pense qu'on a du mal à comprendre le positionnement des macronistes, décidément. Vous partez du principe que nous n'aurons pas gain de cause. Vous partez du principe que nous ne serons pas entendus par le gouvernement. Mais si vous n'avez pas gain de cause, c'est moi, je pars du principe, comme dans chaque combat politique qu'on doit mener, qu'on peut le gagner. Mais que pour le gagner, il faut être aussi crédible dans les demandes qui sont faites. Moi, mes demandes, elles sont claires. On a entendu c'est la question du travail.
Aurore Berger, une commission d'enquête parlementaire sur le dérapage des comptes budgétaires est en train de se mettre en place à l'Assemblée. Est-ce que c'est une bonne chose? Elle a été votée à l'unanimité. À l'unanimité, il y a quelques minutes à l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire qu'évidemment, on ne s'y est pas opposé. Parce que je pense que personne n'aurait compris qu'on s'oppose à la création de cette commission d'enquête. Sachant que c'est votre bilan qui est remis en cause. Vous savez, la question de la dette, ça ne va pas être uniquement, je crois, les 7 dernières années. Et ce qui va être intéressant aussi, parce que dans une commission d'enquête, vous pouvez évidemment entendre celles et ceux qui ont été en responsabilité, mais je crois que c'est aussi intéressant d'entendre ceux qui ont été des opposants politiques, qui aujourd'hui disent que ces dérapages seraient soi-disant incontrôlés, et qui, eux, pendant des années, ont proposé quoi? Ont proposé uniquement des dépenses supplémentaires. Donc, est-ce qu'on est très crédible à parler de dérapage budgétaire quand budget après budget, on a proposé uniquement de la dépense supplémentaire et jamais de la baisse de la dépense publique? C'est ça aussi, c'est quand même un comble de se dire que la France insoumise aujourd'hui nous fait une leçon d'économie, alors même que l'application de leur programme économique aurait conduit de manière évidente au fait de désarmer économiquement notre pays. Donc je pense qu'il faut assumer tout simplement. Mais qui était président, Aurore Berger? Mais j'ai aucun mal à assumer le bilan qui est le nôtre. Mais moi j'assume aussi la dette qui est la nôtre. En Macronie de la mise en place de cette commission d'enquête, on n'a pas l'impression qu'ils sont très nombreux à monter au front pour défendre le bilan. Écoutez, moi je le fais parce que j'ai pas honte de ce bilan. J'ai pas honte d'un bilan qui a permis, notamment pendant la crise Covid, de protéger les Français. J'en aurais jamais honte, en fait. J'aurais jamais honte des décisions que nous avons prises qui ont fait que, avant la crise Covid, nous, on avait réussi à revenir sous les 3% de déficit. On avait réussi à sortir de la procédure qu'on appelle de déficit excessif de la Commission européenne. Et encore une fois, pendant la crise, on a pris, je crois, les décisions qui s'imposaient sur la question du chômage partiel. Est-ce qu'il y a un Français qui a bénéficié du chômage partiel pendant la crise qui nous aurait dit qu'il ne fallait pas le mettre en place? Est-ce qu'il y a un artisan, un commerçant qui en a bénéficié qui nous aurait dit qu'il fallait stopper? Les industries culturelles, 2023, notamment. Il y avait des alertes, des notes de Bercy qui alertaient sur l'état des finances publiques. Aurore Berger, c'est ça qui va être intéressant. Pourquoi vous n'avez rien fait? Je pense qu'on n'a pas rien fait. On a baissé la dépense publique. Mais pourquoi vous n'avez pas dit qu'il y avait ces alertes et pourquoi vous n'avez pas revu à la baisse vos objectifs de déficit? On a baissé la dépense publique. Et on a baissé la dépense publique. Qui n'était pas réaliste, mais on a baissé la dépense publique, encore une fois, et c'est difficile. Moi, refaites tous les débats parlementaires. Reprenez les invités que vous avez eus à vos micros. Donc vous n'avez rien à vous reprocher? Non, je ne dis pas ça. Je dis qu'il y a toujours évidemment une introspection à faire et que c'est pour ça que c'est pertinent et légitime que le Parlement use de ses pouvoirs qui sont aussi de ses pouvoirs de contrôle. Par contre, reprenez les interviews de celles et ceux que vous avez invités à vos micros, qui tous demandaient des dépenses supplémentaires et qui aujourd'hui disent que c'est soi-disant ces dépenses supplémentaires qui ont entraîné une situation économique qui serait dégradée dans notre pays. Je n'ai pas entendu beaucoup de personnes venir sur votre antenne dire on appelle le gouvernement en 2020, en 2021, en 2022, en 2023 à de la baisse de la dépense publique. Preuve en est, regardez la réforme des retraites. Qu'est-ce qui coûte le plus cher en termes de dépenses sociales, en termes de dépenses de l'État? La question des retraites. Qui a fait la réforme des retraites? C'est nous qui l'avons menée avec Elisabeth Borne, avec Olivier Dussopt. Ne devait rapporter. Et pourquoi elle rapporte un peu moins? Pourquoi elle rapporte un peu moins? Vous allez dire que c'est de la faute des oppositions aussi. Non mais attendez, encore une fois, il faut essayer d'être honnête. Moi j'ai assumé, j'étais présidente de groupe. On a fait en sorte que cette réforme puisse exister. Cette réforme, on l'a assumée, je pense, très courageusement parce que c'était demander un effort aux Français. Et à la fin, que s'est-il passé? Pourquoi la Première ministre a été obligée d'engager un 49.3? Parce qu'il y en a qui ont manqué de courage sur la réforme des retraites. Alors qu'encore une fois, ce qui pouvait permettre justement de baisser le plus la dépense, c'était évidemment de réaliser cette réforme-là. Une réforme qui était perçue comme injuste dans votre propre camp. Les tensions sont de plus en plus vives entre Emmanuel Macron et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Dernier épisode, ces mots du président au Conseil des ministres alors qu'était abordée la guerre à Gaza et au Liban. Je cite, Monsieur Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU et par conséquent, ce n'est pas le moment de s'affranchir des décisions de l'ONU, a dit le chef de l'État. Des propos qui ont fait beaucoup réagir parce qu'ils touchent à l'origine, à la légitimité même d'Israël. Est-ce que c'est une erreur historique, une erreur politique de la part du chef de l'État? Je crois qu'il faut rappeler que Israël est un pays ami et allié de la France. Et qu'en aucun cas, et dans aucune manière, ni le président de la République, ni personne appartenant à ce gouvernement, à cette majorité, n'entend remettre en cause la légitimité d'Israël à exister, le droit d'Israël à se défendre. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Moi, je n'étais pas là, ce sont des propos rapportés.
Et Pas je- démenti par en l'Élysée. tout cas, moi, j'espère que ce ne sont pas les propos qu'il a prononcés, qu'il ne les a pas prononcés de cette manière-là, parce que sinon, je peux comprendre évidemment le trouble que ça a généré. Ce que je sais, c'est que moi qui me suis rendue en Israël pour les commémorations du 7 octobre, on a un peuple qui est un peuple ami. Je ne parle pas d'un gouvernement ami, je parle d'un peuple qui est un peuple ami, qui a été meurtri dans sa chair par le pire pogrom de ce siècle, alors qu'il avait déjà survécu à la Shoah. C'est ça qui s'est passé. C'est une nation entière qui est figée depuis les attentats du 7 octobre. Israël, Et c'est un aujourd'hui, petit Manuel pays, Valls peu dit que le d'habitants. président a commis des fautes. C'est comme s'il avait rappelé un bail temporaire à Israël sous réserve Mais de bonne non, conduite. il n'y a Il ne pas. comprend rien à ce qu'est Israël, dit Manuel Valls, ancien Premier ministre. En tout cas, ce que je sais, c'est que moi, je défendrai toujours, évidemment, le droit et la légitimité d'Israël à exister, et qu'encore une fois, il n'y a pas aujourd'hui un habitant, un Israélien, qui n'a pas connu dans sa chair les attentats du 7 octobre, soit parce qu'il a perdu un proche, soit parce qu'il a des proches retenus en otage, on a encore 2 Français retenus en otage, soit parce qu'il a des gens qui sont engagés dans une guerre qu'Israël n'a pas déclarée, mais qui est une guerre que mène le terrorisme islamiste face à Israël, que ce soit le Hamas, que ce soit le Aurore Hezbollah ou que ce soit Berger, l'Iran. le congrès de Renaissance se tiendra les 23 et 24 novembre. Il ne sera pas reporté. Il y aura une élection interne, 2 candidats pour la tête du parti. A priori, Gabriel Attal, parce que sa candidature ne fait pas beaucoup de doutes, et Elisabeth Borne. Quel est votre candidat à vous? Moi, je soutiens clairement Elisabeth Borne, qui est pour l'instant quand même la seule candidate déclarée. Je trouve que c'est plutôt sain dans une campagne d'ailleurs et dans un parti d'avoir une élection. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur, évidemment, d'avoir une élection. Et je la soutiens notamment par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je la soutiens par rapport au courage qu'elle a eu dans des moments qui étaient très difficiles, où elle n'a jamais fait passer son intérêt personnel avant ce qu'elle estimait être l'intérêt général. Ce n'était pas forcément son intérêt personnel de monter à la tribune pour assumer un 49-3 sur une réforme qui était difficile. Elle l'a fait parce que c'était l'intérêt du pays de le faire. Et je crois qu'on a besoin de ce courage-là quand on fait de la politique. Et ça n'empêche rien, évidemment, sur la capacité qu'on a à travailler ensemble. Gabriel Attal est ancien Premier ministre, il est président de groupe dans un moment charnière de notre vie politique. Je crois que si une autre ancienne Premier ministre devient patronne du parti, on aura 2 talents qui sont extrêmement complémentaires, forts et légitimes.